Donc bienvenue à tous et à toutes. Donc on va parler un peu de fiscalité automobile ce matin. C'était l'idée de ce nouvel épisode des ateliers ADEX. Donc pour ce faire, je suis accompagné de Chantal Rivière, qui représente la société Alphabet, qui est donc un loueur longue durée, qui est à la base effectivement appartient à BMW, même si aujourd'hui le Alphabet est quand même relativement indépendant et qui est un loueur multimarque, c'est-à-dire que Alphabet ne fait pas que des locations longue durée de BMW, ils font toutes les marques. Voilà. Et donc Chantal est notre responsable régionale et c'est elle qui va nous présenter plus la partie fiscalité pure. Donc voilà. Et Philippe Guéroard, qui est conseiller commercial chez Royal SA, vente automobile Grand compte et entreprise, qui va vous présenter une partie de toutes les modifications qu'il peut y avoir aujourd'hui en termes d'émissions de CO2 sur l'intégralité de la gamme du BMW Group. Voilà. On y va ? C'est parti. Allez, c'est parti. Donc effectivement, avant de parler de fiscalité, enfin tout ce qui touche à la fiscalité auto sur une entreprise, on voulait juste refaire un petit chapeau sur le contexte écologique actuel. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'évolutions, donc on va le voir notamment sur 2019, puisque depuis 2 ans en fait on est dans une période charnière des évolutions, des calculs des émissions de CO2 des véhicules, à savoir qu'on va passer au WLTP, et ça va remplacer les anciennes normes qui étaient les normes NEDC, et qu'actuellement dans l'automobile on est sur une phase temporaire avec des corrélations de ces normes-là. Donc tous les constructeurs aujourd'hui ont leurs véhicules qui sont homologués pour 2020 dans les faits et dans les homologations, sauf que pour l'instant on affiche des données qui sont corrélées au niveau des CO2 et donc des consos mixtes en fait qui sont donnés au niveau du véhicule. Donc effectivement au 1er janvier 2020 tous les CO2 des véhicules vont être affichés différemment et notamment vont grimper d'un certain cran par rapport à ce qui est affiché aujourd'hui dans un catalogue automobile, peu importe la marque. Et actuellement, on utilise ces données qui sont corrélées. Donc effectivement, beaucoup de changements, et donc beaucoup de changements actuellement dans les choix des entreprises, dans les choix de toutes les sociétés sur les véhicules. Et donc il est important d'avoir effectivement les CO2 les plus bas, puisque, on le verra plus tard, il y a une grosse incidence sur la fiscalité dans l'entreprise. Alors, le BMW Group, si on fait un petit parallèle avec BMW, BMW Group n'a pas attendu 2019 pour s'intégrer dans ce choix de faire baisser les émissions de CO2 et de s'intégrer dans le développement durable, puisque c'est depuis 1973 que le groupe a créé effectivement des cellules de développement durable en Allemagne. Et on le voit depuis 2007, tout un programme a été mis en place par le constructeur qui s'appelle Efficient Dynamics et qui permet de réduire au maximum les émissions polluantes et d'arriver à des seuils qui sont le plus bas possible, et pour qu'effectivement on ait un impact financier sur notamment le sujet entreprise. Et là on va le voir ici, c'est-à-dire que le tableau qui nous est proposé ici, en fait, c'est la ligne rouge, en fait, c'est l'association des constructeurs européens. Donc c'était ce qui était demandé en fait aux constructeurs en termes de moyenne de CO2, et on voit que plus les années avancent et plus le seuil demandé est bas, et que tous les constructeurs doivent suivre effectivement cette ligne. Et effectivement, on voit que à l'époque, on n'était pas forcément très bien placé au niveau de BMW Group, et que depuis 2006-2007, quand est arrivé tous ces programmes, eh bien on est pile sur le sujet, et que le constructeur souhaite d'ici les années, et va le faire surtout dans les années à venir, va baisser énormément encore le seuil de CO2. Pour information, en 2021, il sera demandé à tout constructeur d'avoir une moyenne de CO2 de 95 grammes de toute sa gamme. Donc pour exemple, quand on vend une M5 qui fait 240 grammes de CO2, il faut qu'on vende 3 voitures à 42 grammes de CO2 pour avoir la moyenne qui soit à 95, tout simplement. Si on n'est pas dans la moyenne, et ça c'est pour toutes les marques, vous avez des pénalités qui sont payées par les constructeurs,
qui sont très très lourdes. On parle d'un milliard d'euros même. Donc 95 grammes, ça sera l'objectif en 2021. Ça sera l'objectif de tous les constructeurs. Donc, effectivement, le choix de BMW Group notamment sur cette baisse de CO2, c'est de partir dans la production et le lancement de beaucoup de véhicules hybrides rechargeables, outre les véhicules 100% électriques, puisqu'on a la i3 qui est 100% électrique, et on a aussi une Mini qui va sortir bientôt, 100% électrique, au mois de septembre. Et après, on a toute une gamme complète de véhicules en hybride rechargeable qui vont du X5 à la série 3, la série 5, la série 7, prochainement le X3 qui sortira donc en fin d'année, donc qui est très attendu. X3 hybride rechargeable avec 60 km d'autonomie en usage électrique. Et tous ces véhicules, effectivement, on va être très très bas sur le CO2. Et parallèlement à ça, si on parle de société, on parle d'entreprise, on a dans la gamme BMW toute une solution qu'on appelle Business Drive, qui propose en fait une finition business design en fait sur tous les modèles, série 1, série 3, série 4, X3, X5, qui effectivement est une finition adaptée aux entreprises avec tout un contenu complet, avec tous les équipements dont on peut attendre d'une automobile. Et on a effectivement donc ça c'est les chiffres sont de l'année dernière, parce qu'après on a 41 modèles qui sont à moins de 120 grammes de CO2, et on verra l'impact après avec Chantal sur la TVTS notamment. On a 132 modèles à moins de 140 grammes. Effectivement, le seuil des 140 grammes est un seuil un peu fatidique, où effectivement, au-delà de 140, la TVTS commence à coûter cher. Pareil dans la gamme Mini, on a 21 modèles Mini à moins de 120 grammes et 30 modèles à moins de 140 grammes. Et on était parti un peu dans l'idée effectivement de parler de tout ce qui touche à l'hybride rechargeable aujourd'hui, parce que c'est un sujet qui est assez à la mode. Tous les constructeurs se lancent là-dessus. Et effectivement, on peut avoir fiscalement, et sur une entreprise, un gros intérêt à partir sur un véhicule hybride rechargeable, puisqu'on s'aperçoit que la plupart des gens, en fait, au quotidien, font moins de 70 km par jour. Voire même moins de 30 km par jour, puisque pour toutes les personnes qui habitent en urbain. Donc quand on a la possibilité de pouvoir recharger son véhicule, quand on a un accès à une prise, que ce soit chez soi ou sur son lieu de travail, eh bien, ça permet de faire ces trajets toute la semaine, ces trajets professionnels, uniquement sur la partie électrique, sans consommer le moindre carburant. Et qu'effectivement, après, lissé sur une durée d'utilisation, on a des consommations qui sont très basses. Et en plus de ça, fiscalement parlant, effectivement, on a un véhicule qui est très très intéressant sur une entreprise. Et donc la technologie hybride rechargeable va dépendre un petit peu des modèles. Donc le principe, c'est d'avoir un véhicule qui est hybride à la base. Donc on connaît l'hybride depuis longtemps, pas mal de constructeurs en font, où effectivement on a un accompagnement qui se fait par un petit moteur électrique qui va permettre effectivement d'aider le moteur thermique dans des phases de relance, de redémarrage, de manœuvre, etc., quand on est un peu en roue libre, et ça permet d'abaisser fortement les consommations. Et l'hybride rechargeable, c'est vraiment complémentaire, puisqu'on va avoir une partie des batteries que nous pouvons utiliser vraiment en pur électrique, sans que le moteur thermique se déclenche, et jusqu'à 130 km/h, et avec des autonomies non pas de 2 ou 3 km, mais 30, 40, voire un petit peu plus maintenant avec les nouveaux modèles qui vont arriver, puisque notamment le X5 en hybride, lui, aura 80 km d'utilisation en pur électrique. Voilà. Et donc, un petit récap sur la gamme BMW, puisque effectivement, on est présent sur chaque segment, que ce soit les citadines, les compacts, les SUV, les grandes routières, et que d'ici 2021-2022, chaque modèle de la gamme sera accompagné de sa version hybride rechargeable, et dans le futur de versions en full électrique, comme le X3 notamment, qui devrait aussi arriver en full électrique, en pur électrique. Donc voilà pour la partie un peu récap. Après on pourra y revenir au fur et à mesure avec la fiscalité, parce qu'il y aura des gros parallèles, et notamment au niveau de l'évolution actuelle des normes qui sont assez
assez importante. Donc je laisse la parole à Chantal, qui va rentrer plus dans le vif du sujet sur vraiment la partie fiscalité. Si tu veux, je te laisse la place comme ça. La place, voilà. Alors, rapidement, concernant Alphabet, effectivement, comme le disait Philippe tout à l'heure, nous sommes loueurs longue durée. Nous sommes le 4e acteur au niveau de la France et en Europe, et nous sommes présents dans 28 pays. Effectivement, nous sommes en amont dédiés à BMW Mini, au groupe, mais comme il l'a bien précisé, nous faisons aussi toutes les marques. À ce jour, plus d'une immatriculation sur 2 est faite en Alphabet dans le groupe BMW, bien évidemment. En ce qui concerne la location longue durée, qu'est-ce que c'est la location longue durée ? Effectivement, c'est une capacité financière qui est préservée au niveau de votre comptabilité. Vous maîtrisez totalement votre budget mensuel, évidemment. Vous pouvez avoir une gestion externalisée de la flotte lorsque vous avez plusieurs véhicules. Vous supprimez évidemment le risque financier qui est lié à la revente, avec tous les questionnements qu'on se pose aujourd'hui, le diesel, l'essence, l'hybride, l'électrique. On ne sait plus très bien où nous en sommes. Et évidemment des contrats qui sont flexibles et qui s'adaptent totalement à l'utilisation réelle que vous faites du véhicule. Donc ils sont flexibles tant en durée qu'en kilométrage, où vous pouvez au fur et à mesure du contrat faire toutes les modifications que vous souhaitez. On va attaquer le sujet de la fiscalité automobile. J'insiste sur le fait que toutes les taxes pour les véhicules particuliers, bien évidemment, de fonction, restent indexées sur le taux de rejet de CO2. Et les barèmes, bien évidemment, sont les mêmes que l'on soit en thermique, essence, diesel, etc. Et quel que soit le mode de financement. Alors, concernant le bonus, rapidement, au niveau du bonus, c'est en fonction de l'émission de taux de CO2. À ce jour, en France, les seuls véhicules qui bénéficient du bonus sont les véhicules électriques à 100%, donc qui émettent moins de 20 grammes de CO2 par kilomètre. Le bonus, c'est quoi ? C'est à 27% du prix catalogue, TTC, avec un plafond à 6 000 €. Ce bonus est en général déduit du prix d'acquisition de votre véhicule. Qu'est-ce qui se passe au niveau du bonus ? Vous devez conserver le véhicule minimum 24 mois lorsque vous êtes en location longue durée et 6 mois lorsque c'est un achat pur, au risque de devoir le restituer à l'État. La prime d'aide à la conversion, c'est quoi ? C'est ce qu'on appelait à une époque les baladurettes, les jupettes, je ne sais pas si vous avez connu. En gros, c'est la possibilité aujourd'hui de faire reprendre un véhicule dit entre guillemets sale au bénéfice d'un achat d'un véhicule dit propre. Donc à ce moment-là, c'est en fonction de la date d'immatriculation du véhicule, tout simplement. Le malus. Alors, en regard de 2019 par rapport à 2018, pas mal de tranches ont baissé, notamment pour prévenir ce dont parlait Philippe tout à l'heure, en ce qui concerne les normes WLTP. Donc pas mal de tranches ont diminué, on ne va pas les détailler, ce serait un petit peu complexe de le faire. En ce qui concerne la TVA sur le carburant, même principe, l'État souhaite poursuivre l'alignement essence-diesel. Jusqu'à présent, effectivement, vous aviez une récupération, une déductibilité, pardonnez-moi, de TVA, puisqu'on ne la récupère pas, mais on la déduit, TVA que vous collectez et que vous déduisez. On avait effectivement une TVA déductible en ce qui concerne les diesels et les diesels uniquement. L'État, expliquant que le diesel est plus sale, entre guillemets, que le véhicule essence, va dire, effectivement, on va essayer de favoriser au niveau des entreprises que les entreprises roulent davantage en essence qu'en diesel. Donc on va aligner les deux processus. L'alignement, bien évidemment, ne se fait pas du jour au lendemain, puisque sur 2018, la récupération de TVA était à hauteur de 20%. Elle est passée à 40% cette année. Elle sera à 60% en 2020 et passera étale au diesel en 2021 à hauteur de 80%. Toujours en ce qui concerne les véhicules particuliers et les véhicules utilitaires. Alors, en ce qui concerne la taxe sur les véhicules de société, toutes les entreprises qui sont basées sur le territoire français sont concernées par cette taxe. Elle est fonction de l'émission de CO2 des véhicules. Donc, lorsque vous avez un véhicule 100% électrique, vous êtes totalement et définitivement exonéré de la taxe sur les véhicules de société. En ce qui concerne les véhicules
en deçà de 60 grammes de CO2, c'est le même principe, exonération totale et définitive. Ça change un petit peu lorsque les véhicules émettent entre 60 et 100 grammes. Vous avez une exonération totale, mais elle va durer simplement 12 trimestres, 3 ans. Au-delà, bien évidemment, ce sera en fonction de l'émission de CO2. Philippe parlait tout à l'heure de 140 grammes. C'est vrai que c'est un palier important, vous pouvez le constater sur le tableau. À 140 grammes, la TVS représente 6,50 € du gramme. Lorsqu'on passe ne serait-ce qu'à 141 grammes, c'est à 13 €, on double le montant de la TVS. On le verra aussi tout à l'heure pour les amortissements non déductibles. Justement, les voilà. Alors, les amortissements non déductibles, c'est quoi? C'est une réintégration que vous avez au niveau de votre comptabilité. L'État dit, effectivement, vous avez l'opportunité, la possibilité de rouler avec un véhicule particulier au titre de votre entreprise, mais on ne va pas exagérer, on va imposer des plafonds. Alors, je vous rassure, ces plafonds, au départ, il n'y en avait qu'un seul, n'existent pas uniquement depuis qu'on a mis en place le CO2. Ce plafond a toujours existé, il existait des années auparavant, il n'y avait qu'un seul et unique plafond. Du fait de l'émission des CO2, on est passé à 2 puis à 4 plafonds. On va reprendre le plafond des 140 grammes. Vous avez un plafond d'amortissement lorsque votre véhicule est inférieur à 140 grammes qui est à 18 300 €, alors qu'à partir de 141 grammes, vous allez passer à un plafond à 9 900 €. En ce qui concerne les véhicules électriques, on le voit tout au bout du tableau, pour les émissions inférieures à 20 grammes de CO2, le plafond est à 30 000 €. Alors, il y a une chose importante à noter, c'est que pour tout ce qui est véhicule électrique et véhicule hybride, le montant de la batterie va pouvoir être amorti en totalité. En un mot, pour simplifier le calcul, vous allez pouvoir rajouter le montant des batteries au montant du plafond. Je vous donne un exemple, on va prendre l'exemple du i3. On imagine un véhicule à 45 000 €, je vais prendre des comptes-ronds, c'est beaucoup plus facile pour moi. Un véhicule à 30 000 €, des batteries à 15 000 €, eh bien effectivement, vous allez avoir votre plafond à 30 000 qui pourra être majoré de l'intégralité des batteries à 15 000 € dans mon exemple. C'est tout bon? Tout le monde me suit? Ce qui fait que là, Pardon, j'ai une question. Est-ce qu'on va voir après, parce que là c'est en acquisition, mais si on part sur la location, pour comprendre... c'est ce principe-là aussi. Ça va jouer sur le loyer en fait après. Non, vous en parlez après ou oui. Pas forcément? Super. En fait, si vous voulez, le principe de fiscalité est valable quel que soit le... Oui, bien sûr, mais concrètement, si on a mettons 10 000 € de location par an, et qu'on est sur un véhicule à plus de 140 concrètement, quelle est la partie... La part de réintégration. Voilà. Alors, en ce qui concerne le montant de la réintégration et les amortissements non déductibles, c'est complètement déconnecté du loyer. Vous prenez votre prix d'acquisition d'origine, vous pouvez le voir sur toutes les propositions que vous avez. D'accord. Vous prenez le montant d'acquisition, vous enlevez le plafond qui correspond à l'émission de CO2 et vous divisez par la durée d'amortissement. La durée d'amortissement, elle est déterminée par le propriétaire du véhicule. En l'occurrence, nous par exemple, Alphabet et pas mal de nos concurrents, pour ne pas les citer, Arval, Aldé et plein d'autres, on amortit sur 5 ans. Certains loueurs concurrents vont amortir, eux, sur 4 ans. Donc vous avez effectivement, c'est complètement déconnecté du loyer pour votre calcul. Par contre, la part de déduction va être déterminée en fonction de la réintégration, moins le montant du loyer. Vous aurez effectivement le montant de la déduction. C'est bon? Et même si vous faites un bail traditionnel avec une banque, par exemple, ça sera le même principe de calcul. Là-bas, c'est vraiment le préacquisition du véhicule. Ouais. C'est pas du tout lié c'est déconnecté du loyer. au système de finance, en fait. Votre loyer va être déterminant pour le calcul final, mais à la base, pour le calcul, c'est vraiment le prix d'acquisition d'origine du véhicule. Donc, et de la durée d'amortissement. Vous achetez ce véhicule en propre, que ce soit en crédit classique, ce sera vous le propriétaire du véhicule ou achat cash, on est d'accord? Et bien à ce moment-là, ça sera fonction de la durée d'amortissement qui est décidée dans votre entreprise. 4, 5, ça dépend de votre activité. On est d'accord? Ça peut être 3, etc. Évidemment, plus la durée va être courte, plus ça sera pénalisant. Bien sûr. Le prix d'acquisition, c'est avec ou sans remise? Prix d'acquisition remisé. C'est toujours prix final remisé. Heureusement, sinon. Le prix facture en fait. Parce que sinon ça fait très mal. Ça fait très très mal.
Sinon, faut enlever 50. C'est pas le prix catalogue. Ouais. Non, nous, Mais c'est une bonne question, mais non, c'est vraiment le prix, le prix facture. Moi, je vais Le prix appeler ça facture, en fait. le pied de facture. Le pied de On va facture, appeler ça exactement. le pied de facture. D'accord? Effectivement, dans l'exemple d'une voiture électrique 100% électrique, on arriverait quand on rajoute la valeur des batteries, effectivement, une i3, notamment si on prend l'exemple, la valeur des batteries c'est 15 000 €. Quand on les rajoute aux 30 000 € d'amortissement, on arrive à 45 et effectivement, une i3, on est quand même régulièrement en dessous quand même en prix de vente finale de 45 000 €. Ça veut dire que le loyer intégral, si vous la prenez en location longue durée, et que vous payez 500, 600, peu importe, 700 € par mois, intégralement le loyer, vous pouvez le passer en charge. Il n'y a pas besoin de réintégrer une partie du loyer du coup, puisque notre plafond d'amortissement est au-dessus de la valeur facturée. Donc du coup, on passera tous les loyers en charge. On le verra par la suite sur une voiture diesel ou essence qui est dans un grammage de CO2 en dessus de 140, ça ne sera pas le cas. C'est-à-dire que si vous payez 1 000 € par mois, vous aurez certainement 600 ou 700 € à réintégrer que vous n'aurez pas le droit de passer en charge. C'est ça en fait la finalité. D'où l'importance L'amortissement. aussi de considérer les éventuels apports que vous intégrez au niveau de financement. En termes de premier loyer majoré par exemple, effectivement vous aurez une déduction plus importante au niveau de la première année, puisqu'on va raisonner sur une année civile. Si vous avez par exemple une livraison en septembre, si vous mettez un premier loyer majoré, effectivement vous aurez une déduction plus importante sur la première année. Pour autant, ce premier loyer majoré va avoir pour conséquence de minorer vos loyers suivants. Alors certes, en sortie de trésorerie, je vous prie de m'excuser, en sortie de trésorerie, vous allez avoir une moindre sortie de trésorerie les années suivantes. Mais le montant de la réintégration, que vous mettiez un premier loyer ou vous n'en mettiez pas, je le répète, déconnecté du loyer, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir une réintégration, un montant de réintégration, quelquefois plus important que le montant du loyer. En conséquence, vous générez des charges la première année, mais qu'en est-il des années suivantes? C'est à bien prendre en compte au niveau des différents choix que vous pouvez faire. On pourra le détailler ensuite si vous le souhaitez. Alors, c'est vrai que par rapport à ça, on va parler d'écologie ou de surtaxe. C'est un véritable dilemme. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle, il faut jouer la carte de l'écologie, la propreté. Pour autant, c'est souvent accepté de voir son coût de détention fortement augmenter. Parce que c'est vrai qu'à puissance équivalente, émissions de CO2 et consommation sont systématiquement plus élevées lorsque vous êtes en essence par rapport à du diesel. Donc, écologie ou surtaxe? On va parler du TCO, c'est le Total Cost of Ownership. Je parle couramment anglais. Alors, c'est vrai que c'est pour évaluer le coût global d'utilisation du véhicule de fonction. C'est vrai que des années en arrière, on parlait du prix catalogue, puis du prix remisé, justement. On a commencé à financer les véhicules, on parlait de mensualité, parce qu'au départ, c'était plus du crédit classique. On est ensuite arrivé à faire du crédit bail, de la location avec option d'achat, un petit peu de location longue durée. Aujourd'hui, c'est un fait établi. Si on base uniquement son comparatif par rapport au loyer pur, je pense que c'est une erreur parce qu'il y a des tas de points qui rentrent en ligne de compte, notamment la consommation de carburant avec les prix que vous connaissez tous, mais aussi la fiscalité que nous venons d'évoquer. Sachez que le loyer financier pur représente simplement 35% de la dépense. Vous me direz, c'est déjà pas mal, mais c'est que 35%, ça n'est pas la majorité. Au-delà, vous allez avoir effectivement les prestations avec l'entretien. Vous allez avoir tout ce qui est taxes, fiscalité, la TVA, la TVS, les conséquences de la réintégration fiscale, parce que la réintégration fiscale, c'est quoi? C'est une majoration de votre résultat, donc c'est un paiement d'impôt supplémentaire. Vous êtes d'accord avec moi? Et bien évidemment, le carburant et son coût. Donc l'intérêt du Total Cost of Ownership, c'est de dire qu'est-ce qu'on doit faire. Alors la question, c'est quel type de carburant allons-nous prendre? Diesel, essence, hybride, électrique? Alors je sais que c'est pas très poli, mais je vais répondre à une question par une question. C'est en fait, ça dépend de votre utilisation. Donc c'est vrai que si vous faites des déplacements urbains ou périurbains, ou occasionnellement routiers, l'électrique, l'hybride, on le voyait tout à l'heure par rapport au nombre de personnes
qui font moins de 70 km par jour, qui ont la possibilité de se charger et chez eux et sur leur lieu de travail, eh bien, effectivement, l'hybride ou l'électrique est complètement idéal. En ce qui concerne le diversifié, on pourra aussi partir sur l'hybride rechargeable, de l'essence, voire un petit peu de diesel lorsqu'il s'agit des gammes SUV. En ce qui concerne ce qu'on appelle les gros kilométrages, les gros rouleurs, effectivement, on va le voir, le diesel va être en première ligne et en première position. C'est quoi un gros rouleur pour vous? C'est au-delà de 20-25 000 par an. À partir, on va le voir. Pardon? Grand rouleur mécanique. Vous êtes? Je crois qu'il n'y a que ça. Je vais revenir un petit peu sur le TCO que je vais vous détailler par rapport à des exemples. Il y a des entreprises aujourd'hui qui raisonnent non seulement sur le TCO, mais sur ce qu'on appelle le TCM. C'est je vais vous le faire en français parce que je n'ai pas un bon accent, le coût total de mobilité. Donc vous avez des entreprises qui disent, moi aujourd'hui j'ai des employés à qui je fournis des véhicules de fonction, en véhicules particuliers. Mon siège est à Paris, mettons. J'organise une dizaine de réunions par an. Je vais faire un calcul réel de ma dépense globale en disant, est-ce que tous mes commerciaux vont monter en voiture de manière systématique lorsque je vais avoir ces réunions à Paris? Ou est-ce que je vais faire en sorte de prévoir de la location longue durée sur un kilométrage moindre, mais demander à mes commerciaux pour une problématique de sécurité par exemple, de temps, de délai aussi, parce que l'avion, le train peut être plus rapide que la voiture. Hein. On va mettre 4h30 ou 5 heures pour monter à Paris. En TGV, mettons de Lyon, on va mettre 2 heures. Donc c'est une perte de temps, hein, qui dit le temps c'est de l'argent. Donc de faire un calcul en disant je vais prendre un véhicule avec moins de kilomètres, sur une durée, la même durée mais moins de kilomètres, et intégrer dans mon coût global les transports de mes employés en train, en avion, plus les hôtels, etc. Donc c'est une grosse réflexion aujourd'hui du coût total au niveau de l'intégralité des dépenses d'une entreprise. Justement, quelques exemples. Alors, là j'ai fait des exemples sur l'Active Tourer, l'hybride 225 XE et le diesel. Sur une base, vous le voyez à gauche, de 36 mois, 40 000 km. Pour répondre à votre question, petit rouleur, par rapport à un peu plus l'autre d'à côté. D'accord? Donc effectivement, vous avez sur la première ligne le loyer financier avec l'entretien et la perte financière. Dans la fiscalité, il est intégré l'éventuel malus. En l'occurrence, il n'y a pas dans ce cadre-là au niveau de l'hybride. Pas sur l'hybride. Le TVA, la taxe sur les véhicules de société, le montant de la réintégration et ce qu'implique la réintégration en termes d'imposition au niveau de votre activité et de votre société. D'accord? Donc si vous vous arrêtez au loyer, vous avez effectivement 8 € d'écart sur le loyer financier. Vous pouvez à ce moment-là vous interroger et dire, bon, ouais, 8 € d'écart, après tout. Je vais hésiter entre l'hybride et le diesel, je vais voir. Mais si vous calculez l'intégralité des dépenses que cela va occasionner, en termes de fiscalité, en termes de dépenses de carburant, effectivement, vous arrivez à un loyer global beaucoup plus important, à un coût global beaucoup plus important sur cette norme-là, durée kilométrage, sur le diesel que sur l'hybride. L'hybride, dans ce cadre-là, est plus conseillé pour ce type de couple durée-kilométrage. Si on fait un comparatif sur l'X3, sur l'essence et sur le diesel, effectivement, vous avez un écart au niveau du loyer. On est sur un kilométrage plus important, on est sur un couple 48 mois, 80 000 km. Si on intègre la fiscalité de part et d'autre, ainsi que la consommation, vous avez en bas de page le coût global mensuel, où effectivement vous avez quasi 300 € d'écart. J'arrondis, c'est beaucoup plus parlant. Donc ce qui est important, lorsque vous le voyez aussi sur le Mini Countryman, sur une durée faible et un faible kilométrage, vous avez ici le même exemple, où vous avez effectivement un coût global mensuel qui va être bien mieux disant sur l'hybride que sur le diesel.
En conclusion, il n'y a pas de vérité absolue. Chaque cas est vraiment différent. Et dans tous les cas, je vous engage à utiliser une grille d'analyse TCO pour faire un choix. Merci pour votre attention. Merci. Merci à vous. Donc on peut élargir un peu les choses si vous avez des questions. C'est vrai que sur le sujet, en fait on s'aperçoit aujourd'hui dans l'analyse qu'a fait Chantal en TCO qu'effectivement il n'y a pas vraiment de règle entre diesel, essence, hybride, que c'est aussi en fonction de l'usage que vous avez du véhicule. Et que fiscalement, effectivement, quand on compare deux loyers qui sont à peu près identiques, l'incidence derrière fiscale au niveau du coût mensuel, du réel coût mensuel de la voiture, on peut avoir des écarts assez importants. Donc effectivement, c'est vraiment lié à l'usage qu'on peut en avoir. Et avec tout ce qu'on entend aujourd'hui, le diesel, c'est mort, il faut passer au sans-plomb. Alors effectivement, on est beaucoup mieux placé aujourd'hui sur le sujet de l'essence, notamment quand on parle de location, que ce qu'on a pu l'être il y a 3-4 ans en arrière, puisque maintenant les constructeurs croient un peu plus à l'essence, donc on a de meilleures valeurs résiduelles, donc les loyers commencent à être beaucoup plus pertinents sur les essences aujourd'hui. Maintenant, effectivement, après, et notamment aussi sur les hybrides rechargeables, qui restent intéressants, maintenant, effectivement, tout dépend de l'usage. Parce que si on n'a pas d'accès à la prise et qu'on achète une hybride et qu'on fait 35 000 à l'année, et qu'on part le matin, on fait que de l'autoroute pour aller voir des clients et qu'on rentre le soir et qu'on n'a pas la possibilité de charger sa voiture, ça ne sert à rien, mais à rien du tout, parce que vous allez vous retrouver avec des surconsommations de carburant, parce que voilà, vous ne ferez jamais vos 4,5 litres au 100 ou vos 4 litres au 100 qui sont annoncés pour cette hybride, parce que ça c'est valable quand on utilise la partie électrique, et la partie rechargeable notamment, et effectivement vous allez vous retrouver avec des consommations beaucoup plus hautes, et au final un coût total qui est complètement en dehors du sujet. Donc là, effectivement, un diesel est encore adapté, même si après on entend beaucoup de choses, donc ça va évoluer, ça va bouger, et c'est vrai que la barrière de 2020, du 1er janvier 2020 va être assez importante, et on ne sait pas encore comment le gouvernement va formuler la taxation au niveau des entreprises et au niveau des véhicules. Est-ce que la grille de TVTS va être conservée telle qu'elle l'est aujourd'hui? La grille de malus, est-ce qu'elle sera conservée telle qu'elle l'est aujourd'hui? Pour l'instant, on n'a pas encore les informations. Ils avaient rehaussé dernièrement la TVS, là. Oui, les barèmes de TVTS avaient été rehaussés en 2017. 2017, ouais. Ils sont restés identiques en 2018. Par contre, ils avaient justement ils avaient baissé les malus à la carte grise. Donc le malus avait été légèrement vu à la baisse, notamment en 2018. Et ça, c'était lié justement aux évolutions des CO2 de tous les constructeurs et de toutes les voitures qui remontaient par rapport aux nouvelles normes de calcul. Parce que les voitures, elles consomment la même chose que d'habitude. Elles n'ont pas changé. C'est pas aujourd'hui, c'est pas que effectivement on a pris 20% de consommation en plus. C'est simplement ce qu'on affiche sur le catalogue du véhicule, où effectivement il est demandé au constructeur d'afficher quelque chose qui est beaucoup plus réaliste par rapport à ce qu'on fait finalement au quotidien. Qu'on n'ait pas ces écarts d'1,5 litre entre ce qui était noté sur un catalogue et ce qu'on fait finalement réellement dans la vie de tous les jours. Et en fait, par rapport à ça, tous les CO2 avaient grimpé déjà sur 2018 avec les normes corrélées, et donc ils avaient joué le jeu de baisser quand même les malus sur 2018 et notamment 2019. Après, qu'en sera-t-il de 2020, on ne sait pas. Donc effectivement, on verra la suite, mais c'est vrai que c'est un peu flou aujourd'hui, le choix. Donc après, en tout cas en ce qui nous concerne chez BMW, on a une réponse justement aujourd'hui dans la gamme à toute demande, puisqu'on fait aussi bien du diesel qu'on fait de l'essence. On est bien revenu notamment sur les moteurs essence, que c'est vrai qu'on avait, comme d'autres constructeurs, pas mal laissé le sujet essence de côté. Donc là on est revenu dans la course au niveau des essences, et on a une gamme complète aujourd'hui en hybride rechargeable. Donc, il y aurait peut-être intérêt à partir sur la location, vu qu'on ne connaît pas le marché et automobile et qui plus est, voilà, et ça, effectivement, tout à fait. Aujourd'hui, dans la plupart des sociétés, alors que ce soit des grands comptes, comme on peut en croiser beaucoup sur Grenoble, ou que ce soit des plus petites structures, aujourd'hui, ce qui me paraît le plus pertinent aujourd'hui, ça reste quand même la location longue durée.
parce que vous avez un coût qui est maîtrisé, tout est maîtrisé, l'entretien, la restitution, etc., et vous n'êtes pas dépendant justement de la fluctuation du marché. C'est-à-dire que si vous partez sur 3 ans d'LLD sur un diesel aujourd'hui, et que dans 3 ans le diesel est réellement mort, et ça, pour l'instant on n'en sait rien, c'est pas vous qui supporterez la baisse du marché de ce diesel. C'est-à-dire qu'il y a un engagement de reprise, il est fait, vous payez un loyer, et c'est vrai qu'aujourd'hui le sujet LLD, ça va être vraiment certainement dans l'auto quelque chose qui aura de plus sécurisant au niveau de l'achat et de l'acquisition d'un véhicule. Avez-vous des questions? Alors, je vous invite à poser vos questions, on va aller reprendre un café, finir les croissants, je sais qu'il y en a qui ont des contraintes horaires, mais prendre le temps de discuter à la limite à côté. Oui, on peut, voilà, on peut... en bas, vous pouvez aller les voir et faire le tour. C'était le dernier atelier en ce qui nous concerne pour nous pour cette saison. On reprendra donc les activités au mois de septembre. N'hésitez pas à nous donner d'autres thèmes, celui-ci avait été demandé sur les ateliers précédents. Prenez bien les coordonnées de Philippe, de Chantal si vous avez des questions par rapport à la Fisker ou la gamme BMW. N'hésitez pas à vous rapprocher de vos chargés, Nathalie, Stéphane ou Josiane, qui seront aussi à côté si vous avez d'autres questions sur la partie Fisker et comptable de vos véhicules. Et merci à tous d'être venus aujourd'hui. Merci à vous. Merci. Merci.